Mesdames et messieurs, bonjour. C'était un Conseil européen, en tout cas pour sa première partie, d'une très grande importance. La France avait souhaité cette réunion du Conseil européen afin que la réaction de l'Europe soit là à la hauteur des événements historiques qui se déroulent en ce moment même dans un certain nombre de pays d'Afrique du Nord et du Golfe. La conviction qui est la nôtre, c'est qu'il s'agit d'un mouvement historique qu'il convient de saluer, des peuples arabes exigent à leur tour la démocratie, le progrès social et la croissance économique. Ce mouvement historique, notre conviction est qu'il ne s'arrêtera pas, qu'il impactera l'ensemble des pays selon un rythme qui leur appartient de décider, et que l'Europe, qui partage avec ces pays une zone géographique, la Méditerranée, se doit d'être doublement à la hauteur de l'événement, d'abord parce que les valeurs qui sont mises en avant aujourd'hui par les peuples arabes sont des valeurs que les nations européennes ont fait leur il y a déjà bien longtemps, et deuxièmement, parce que nous sommes des voisins géographiques et nous sommes donc au premier rang impactés et concernés par la réussite de ces révolutions arabes. Et c'est ce qui avait fait que la France a demandé la réunion de ce Conseil européen. Indépendamment de ce contexte, le Conseil européen s'est penché d'abord sur la question libyenne. Les décisions que nous avons prises sont donc les suivantes. Le Conseil européen est unanime pour demander le départ du colonel Kadhafi et de ses séides, le Conseil précisant qu'en aucun cas le colonel Kadhafi ne peut être reconnu comme un interlocuteur du Conseil européen. C'est un point majeur qui fait l'unanimité. M. Kadhafi n'est pas un interlocuteur pour l'Europe. Le Conseil européen a décidé, je cite les mots de mémoire, de saluer et d'encourager le Conseil national de transition basé à Benghazi, qu'il considère désormais comme un interlocuteur politique. Donc le premier temps du raisonnement, M. Kadhafi n'est plus un interlocuteur, il doit partir. Deuxième temps du raisonnement, le Conseil national de transition basé à Benghazi est pour le Conseil européen l'interlocuteur politique. Son action est saluée et est encouragée. Alors, que deviendra le Conseil? Est-ce qu'il évoluera? C'est aux Libyens, naturellement, d'en décider, pas à nous. Mais il était très important, notamment pour la France, que soit reconnu le statut d'interlocuteur politique à ce Conseil national de transition pour éviter un risque, entre guillemets, de somalisation, c'est-à-dire d'un pays dont on dirait le dirigeant actuel n'est plus un interlocuteur, mais il n'y a plus d'interlocuteur. Donc l'interlocuteur politique, c'est le Conseil national de transition. C'est la deuxième décision. Troisième décision, le Conseil décide que l'Union européenne
permettra l'accès des agences et des opérateurs humanitaires à des zones humanitaires dont nous n'avons pas précisé où elles seraient pour traiter la question des déplacés, dans un premier temps certainement en Tunisie et en Égypte, mais nous souhaitons qu'assez rapidement ces zones humanitaires puissent exister en Libye, qu'elles soient protégées, pour gérer la question des dizaines de milliers de personnes déplacées, et qu'il y ait dans ces zones humanitaires des moyens sanitaires, des écoles, de façon à pouvoir accueillir ces populations déplacées. Le Conseil européen, par ailleurs, exprime sa profonde inquiétude au sujet des attaques, y compris aériennes, contre des civils libyens non violents. Le Conseil européen, pour protéger la population civile, ses États membres, examinera, le Conseil examinera, les États membres examineront toutes les options nécessaires pourvu qu'il y ait un besoin démontrable d'une action, une claire base juridique, les Nations Unies, et le soutien régional, je veux dire la Ligue arabe. C'est dans le texte du Conseil européen. Le Conseil européen a décidé, sur proposition de la France, de proposer l'organisation dans les prochaines semaines, très rapidement, d'un sommet tripartite Ligue arabe, Union africaine, Union européenne, pour évoquer l'ensemble de la situation, et notamment pour parler de la refondation nécessaire de l'Union pour la Méditerranée. Le Conseil européen a également décidé la convocation sans délai d'un Conseil JAI, c'est-à-dire d'un Conseil des ministres de l'Intérieur, pour concerter la politique migratoire au niveau de l'Europe et renforcer les moyens de Frontex. Les ministres de l'Intérieur européens devront d'ailleurs prendre contact avec leurs homologues de l'autre côté de la Méditerranée pour voir comment on peut organiser la maîtrise des flux migratoires d'un côté et de l'autre de la Méditerranée. Voilà, mesdames et messieurs, j'en terminerai en vous disant que, par ailleurs, le Conseil européen a souhaité saluer, comme il se doit, le très important discours du roi du Maroc proposant une transformation constitutionnelle de son pays pour faire évoluer encore un peu plus loin le Maroc vers une monarchie constitutionnelle et une démocratie. Le Conseil a tenu à saluer cette démarche historique, spontanée et volontaire, comme étant particulièrement exemplaire. Voilà, mesdames et messieurs, je n'ai même pas le texte en anglais, mais je n'ai même pas le texte en français complet, puisque je vais devoir retourner pour maintenant un deuxième sommet que la France avait demandé, sommet de la zone euro, pour parler de la gouvernance économique de la zone euro, et je dois y retourner à 17h30, mais d'ici là, bien sûr, si vous aviez des questions, je m'y prêterai bien volontiers. Est-ce que les autres pays du Conseil européen... Monsieur le Président, est-ce que les autres pays du Conseil européen ont décidé d'envoyer une représentation diplomatique comme la France auprès du Conseil national de transition? Non, il faut que je sois très précis, hein, parce qu'il y a eu des longs débats. Vous comprenez bien que la situation est mouvante dans un certain nombre de pays, notamment en Libye. Il a fallu harmoniser les positions de 27 personnes. Tout le monde considère que M. Kadhafi n'est plus un interlocuteur. Tout le monde considère qu'il ne peut plus être quelqu'un avec qui l'on discute. Et tout le monde considère que le Conseil de l'opposition, le Conseil national de transition, par ailleurs, est un interlocuteur politique qui doit être salué et encouragé. Alors cela veut dire que ceux qui veulent le reconnaître comme tel, ce qu'a fait la France, ce qu'a fait le Parlement européen, hein, puisque j'ai entendu le président du Parlement européen
qui a d'ailleurs salué la France comme pays leader pour avoir reconnu l'opposition libyenne. D'autres pays considèrent qu'on doit discuter politiquement avec ce Conseil, que c'est parfaitement nécessaire, mais préfèrent attendre un petit peu que sa composition soit stabilisée. Mais pour tous, l'expression, c'est saluer et encourager ce Conseil et le considérer comme un interlocuteur politique. Pour moi, c'est très clair. Hein. C'est un interlocuteur politique, c'est avec eux qu'on discute. Et je crois que d'ailleurs, de ce point de vue, la décision prise par le Parlement européen est sans ambiguïté. J'ajoute, quel est l'autre choix? Monsieur le Président, quel accueil a reçu la proposition franco-britannique d'actions ciblées purement défensives en Libye en cas d'utilisation d'armes chimiques ou d'utilisation de l'aviation de colonel Kadhafi contre les civils? Oui, enfin, je tiens à rappeler que, même si c'est la partie que je comprends qui vous intéresse, la proposition franco-britannique, à ma connaissance, comportait 6 points. Vous n'en parlez que d'un. Oui, d'accord, bien sûr, à partir de ce moment, puisque la proposition franco-britannique consistait à dire le Conseil de transition, c'est un interlocuteur politique, il faut des zones humanitaires, M. Kadhafi doit partir, il doit y avoir un sommet tripartite, enfin, c'était l'ensemble. Bon. Alors sur cette question, il n'y a pas en Europe ceux qui sont partisans d'une option militaire et ceux qui sont partisans d'une option politique. Tout le monde est partisan d'une option politique et diplomatique. J'avais eu l'occasion moi-même, au départ, de dire toutes mes réserves sur une action de l'OTAN et de souligner toute la complexité d'une no-fly zone sur un territoire, la Libye, qui est grosso modo grand comme 3 fois la France, et les moyens que ça mettait en œuvre. Donc l'option militaire massive, comme l'a très bien dit d'ailleurs le ministre d'État Alain Juppé, qui je tiens à rendre hommage pour son déplacement en Égypte et puis pour la réunion qu'il a tenue hier avec les ministres des Affaires étrangères sur ce sujet. Donc la position de la France n'a jamais été d'une option militaire au sol, d'une option militaire de l'OTAN, et a toujours été réservée sur la no-fly zone, même si nous n'avons pas décidé de fermer cette option. Mais la question qui se pose à un certain nombre de pays, dont les Britanniques et nous, c'est qu'est-ce qui se passe si des populations pacifiques, civiles, en train de manifester sans violence et pacifiquement, sont la cible des quelques avions de M. Kadhafi, en l'occurrence les MiG, ou de quelques hélicoptères qui tirent sur la foule. Et la question que nous avons posée avec M. Cameron, c'est à ce moment-là, doit-on regarder les images ou doit-on réagir? Et c'est la raison pour laquelle M. Juppé et moi-même, nous avons parlé d'opérations possibles, strictement défensives, ciblées sur quelques objectifs militaires, au cas où des populations civiles sans défense se voyaient massacrées par une action militaire massive sur eux. Alors nous avons posé un certain nombre de conditions, un mandat des Nations Unies, du Conseil de sécurité, le soutien des partenaires, nous visons naturellement la Ligue arabe et par ailleurs les autorités libyennes que nous reconnaissons comme des interlocuteurs politiques, et bien sûr des agressions massives par des moyens militaires sur des populations désarmées, non violentes et civiles. C'est dans ce cadre-là que se pose la question, et nous sommes très satisfaits, M. Cameron et moi, que le texte du Conseil européen exprime sa profonde inquiétude au sujet des attaques aériennes et indique que pour protéger la population civile, les États membres examineront, je cite, toutes les options nécessaires.
Et vous comprenez bien que toutes les options nécessaires examinées par les États européens, dans ce cas, ne sont pas que des options diplomatiques. En posant des verrous, un besoin démontrable, ce que je vous indiquais, hein, des avions de chasse militaires qui frapperaient une foule de manifestants sans défense, une claire base juridique, une décision des Nations Unies, et le soutien régional. Le soutien régional, ce sont les autorités politiques que nous considérons en Libye et la Ligue arabe. Alors, personne ne le souhaite, mais il est clair que l'Europe envoie un signal et n'a pas voulu exclure cette option. Je crois qu'en vous disant ça, j'ai résumé l'état d'esprit du Conseil, où personne n'est favorable à une option militaire. Personne ne l'envisage de façon massive, terrestre. Et lors de mon entretien avec les autorités du Conseil national de transition libyen, nos interlocuteurs politiques désormais, eux-mêmes m'ont dit combien serait maladroit une intervention étrangère que nous n'envisageons nullement. Mais, il y a un mais, c'est le cas de figure précis où des attaques systématiques seraient engagées contre des populations civiles qui seraient massacrées par des moyens militaires. Monsieur le Président, David Carretta de Radio Radicale, une radio italienne, est-ce qu'il y a le temps de poursuivre les voies internationales, donc les Nations Unies, la Ligue arabe, l'Union africaine, ou est-ce que, à votre avis, à un certain moment, il faudra prendre aussi une décision européenne ou d'un certain groupe de pays européens? Bon, la délibération est claire, mais il faut une claire base juridique pour intervenir. Un mandat des Nations Unies, c'est nécessaire, c'est préférable. Nous le souhaitons. Bon, s'il n'y a pas ce mandat et qu'il y a une demande régionale et libyenne, nous verrons à ce moment-là. Mais vous comprenez quand même que la réunion du Conseil européen, elle était très attendue en Libye. Elle est très regardée par les peuples, les différents peuples arabes. Si nous avions décidé d'exclure toute autre option aujourd'hui, quel signal aurions-nous envoyé? Ça ne veut pas dire qu'on veut, ça ne veut pas dire qu'on souhaite. Mais enfin, l'Europe, c'est le grand voisin. Nous avons la Méditerranée en partage. Les peuples arabes ont décidé de se battre pour leur liberté et pour la démocratie. Notre devoir, c'est de répondre à cette aspiration. Alors bien sûr, le processus n'est pas abouti. Notre conviction à nous, Français, c'est que ce processus impactera petit à petit l'ensemble, d'une manière ou d'une autre, l'ensemble des États de la région, qu'on n'est qu'au début d'un processus dont nul ne sait dans quel sens ça va aller et comment ça va terminer. Mais au moins le Conseil européen, avec ses décisions, et en proposant, à la demande de la France, un sommet tripartite, se comporte en partenaire régional de premier plan. Enfin, souvenons-nous, dans d'autres crises, je pense à la Bosnie ou à d'autres sujets, vous-même et vos confrères à l'époque avez pointé du doigt l'absence de réaction de l'Europe, son absence totale, alors que, enfin plutôt son suivisme dans certains cas, alors même qu'il s'agissait de notre région. Mais je ne peux pas vous dire comment ça va se terminer ou comment ça va aller, mais la décision du Conseil européen me semble être une décision très forte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des différences de sensibilité, naturellement. Monsieur le Président, pardon, une précision. Le mandat de l'ONU est-il nécessaire ou est-il seulement préférable? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans la mesure où toutes les conditions que vous avez évoquées sont réunies, est-ce que la France et la Grande-Bretagne seraient disposées à engager leur seule force militaire dans ces actions très précises, ou bien demanderait-elle le concours d'autres comme celle des États-Unis, par exemple? Moi, je ne souhaite pas aller plus loin là-dessus. Il y a trois conditions: des faits incontestables, une résolution des Nations Unies, le soutien régional.
nous verrons, c'est un cadre qui a été fixé. Je crois que ce cadre est satisfaisant, qu'il envoie un message à tous ceux qui doivent le recevoir et permet de dire que l'Europe assume et prend ses responsabilités. Qu'aurait-on dit si l'Europe décidait, avant même d'y réfléchir, de renoncer à toutes les options? Voilà. Il y a un cadre qui est fixé. Maintenant, il faut faire vivre ce cadre. Il y aura bien d'autres événements. Les choses vont très vite, comme vous le savez. Vous l'avez vu en Tunisie, vous l'avez vu en Égypte, on constate aujourd'hui en Libye. C'est ce cadre et je veux m'en tenir à ce cadre. Mais bon, chacun, me semble-t-il, a fait un pas l'un vers l'autre et s'il y avait eu des malentendus, ils ont pu être levés. Hein. Mais même sur la... Je comprends d'ailleurs la sensibilité d'un certain nombre de nos partenaires européens des pays d'Europe de l'Est. Eux-mêmes ont le souvenir des processus de transition où d'anciens ministres, associés au pouvoir précédent, ont joué un rôle au début de la transition qui n'était pas le rôle à la fin de la transition. Et eux-mêmes, ce que je peux parfaitement comprendre, quand il s'agit de discuter avec tel ou tel qui a été un ministre de M. Kadhafi, se disent, est-ce que c'est le bon interlocuteur? Ce n'est pas absurde de raisonner comme cela. Mais nous leur avons fait valoir que ces gens qui ont travaillé avec M. Kadhafi, aujourd'hui, ils risquent leur vie. Enfin, ils risquent leur vie. C'est pas rien. Et ils ont engagé un processus démocratique. Est-ce que ces gens-là seront à la fin du processus démocratique libyen? Je n'en sais rien. D'ailleurs, ce n'est pas à moi d'en décider. Je ne suis pas libyen. Mais ils risquent leur vie, ces gens. Ils sont sincères. Et quel autre choix avons-nous pour discuter avec qui? Donc vous voyez, ce n'est pas tant des problèmes politiques, c'est aussi des problèmes de sensibilité. Bon. Enfin, si vous prenez d'autres révolutions, comme la révolution des œillets au Portugal, avant d'être la démocratie que nous connaissons, il y a eu des étapes. Enfin, pour ceux qui se sont intéressés à cette révolution au Portugal, ça n'a pas été tout de suite des démocrates absolus. Il y a eu des gens qui ont été dans les premières équipes qui avaient collaboré avec la dictature de M. Salazar. Et je pourrais prendre d'autres exemples. Vous regardez en Tunisie, le Premier ministre actuel a été un proche de M. Bourguiba. Enfin, comment faire autrement? Enfin, je ne voudrais pas citer des pays. Oui, enfin, il y a la Pologne, enfin tout. Enfin, vous pouvez prendre. Il n'y a pas un pays, me semble-t-il. Non, mais je surtout pas. Mais il n'y a pas un pays, me semble-t-il, qui est passé d'une situation de dictature à une situation de démocratie parfaite, avec des gens qui, dans le cadre de la démocratie, tout d'un coup sont sortis de nulle part, alors qu'ils n'avaient exercé aucune responsabilité avant. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais ça serait parfaitement impossible de dire « Ah bon, vous avez travaillé avec M. Kadhafi, donc on ne peut pas travailler avec vous. » S'ils prennent la responsabilité, ils risquent leur vie de créer un mouvement démocratique en Libye. Bien sûr qu'ils ont travaillé dans le cadre d'un système. Comment pouvaient-ils faire autrement par ailleurs? Est-ce qu'ils seront à l'arrivée du processus démocratique dans quelques mois ou dans quelques années? Nul ne le sait. Mais les refuser par principe, alors même... Alors ce qui fait que nous, on les considérerait donc comme des interlocuteurs politiques non crédibles, mais eux, en Libye, seraient vécus comme des opposants suffisamment crédibles pour risquer leur vie. Dites-moi quelle situation. Voilà le choix que nous avons fait. Et voilà la raison pour laquelle la France, enfin le Parlement européen aussi, a décidé de reconnaître ces gens. J'ajoute qu'il faut les encourager. Qu'est-ce qu'on veut les pousser à la division, qui est dans chaque ville un nouveau conseil on favoriserait qui à ce moment-là? Je crois que c'est sage de faire comme cela. J'ajoute que j'ai trouvé des gens assez raisonnables, en tout cas ceux avec qui j'ai discuté. Le président du Parlement européen me faisait la même remarque, et je sais que le président Van Rompuy va les rencontrer, et que Mme Cathy Ashton les a rencontrés aussi. Monsieur le Président, Sébastien Maillard, La Croix, vous évoquez les transitions démocratiques en cours dans la région, et notamment en Tunisie et en Égypte, elles ont lieu. La situation est loin d'être stable. Est-ce que, à ce propos, la réponse de l'Europe vous semble à la hauteur sur la base des discussions que vous avez pu avoir aujourd'hui sur le document de la Commission européenne et
du service d'action extérieure? Oh, je crois, pour vous répondre franchement, je pense qu'on n'est qu'au début d'un processus qui va nous engager à aller beaucoup plus loin, incontestablement, mais qui nous amène à attendre aussi, à respecter ces révolutions arabes. C'est à eux de conduire ces révolutions et à mener leur processus. C'est pas à nous de définir ce dont ils ont besoin. Alors, ce qui est sûr, c'est que nous aurons l'occasion de refonder l'Union pour la Méditerranée, qui est plus nécessaire que jamais. Il faut pour cela que nous ayons en face des interlocuteurs avec qui nous puissions construire cette relation. J'ai voulu ne pas me précipiter, s'agissant d'un grand pays ami comme la Tunisie, et s'agissant d'un autre très grand pays ami comme l'Égypte. Pourquoi ? À ceux qui m'appelaient à me précipiter dans la conférence de reconstruction de la Tunisie qui avait été annoncée par le Premier ministre Hanouchi, qui a dû démissionner à la suite d'un vaste mouvement de foule, qu'aurait-on dit ? Quant à l'Égypte, le ministre d'État Alain Juppé a fait un voyage très réussi là-bas. Le Premier ministre David Cameron y avait été avant, il avait rencontré un Premier ministre égyptien qui a changé 2 jours après. Hein ? Donc certainement on devra aller plus loin, réinventer un certain nombre de mécanismes pour les aider. Mais attendons qu'eux-mêmes stabilisent un peu leur système démocratique. Je pense que c'est une très bonne nouvelle également que sur la gestion des flux migratoires, nous décidions de zones humanitaires en Afrique du Nord pour gérer les populations déplacées, que nous ayons décidé la réunion sans délai du Conseil des ministres européens de l'Intérieur pour poser une politique européenne de l'immigration, la décision de rencontrer les ministres de l'Intérieur d'Afrique du Nord pour gérer ceci ensemble, car il va de soi que, y compris sur les politiques migratoires, il faudra tenir compte du fait que ces pays devenant des démocraties, le statut de réfugié politique n'a plus la même nature. Je prends un exemple. Nous avons accueilli sur notre territoire une grande partie des opposants politiques de M. Ben Ali, parce qu'ils avaient un statut de réfugié politique. Aujourd'hui, la Tunisie est une démocratie. Les choses ne se posent pas de la même manière. Mais pour les étudiants, il va bien falloir qu'on les aide à former leur jeunesse. C'est donc tout l'ensemble qui, dans les mois qui viennent, va être amené à être repensé et sans doute réorganisé. Arnaud Parmentier, Journal Le Monde, Monsieur le Président. Petite question, vous avez parlé d'armes chimiques ce matin. Est-ce que vous avez des éléments qui attestent d'un usage probable ou possible d'armes chimiques par M. Kadhafi? Deuxième question, quand je vois ce qui se passe, finalement, il faut des faits tangibles pour vous permettre éventuellement d'intervenir. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on puisse intervenir avant que l'irréparable ou qu'un crime particulièrement gênant sur des civils soit commis? Et troisième solution, si M. Kadhafi gagne sur le terrain, comment on s'en sort? Est-ce qu'on n'a pas une situation, j'allais dire, à l'irakienne, à l'ancienne? Vous avez fait un lapsus amusant qui en dit long sur votre tempérament. Vous avez parlé de troisième solution. Parfois, il m'arrive de penser que vous voudriez bien cette place et que vous me verriez bien la vôtre. J'ai compris que c'est des questions que vous me posiez, donc. Parfait. Hein, bon, sur l'opportunité de frappe défensive et ciblée, je me suis exprimé en détail. Je ne peux pas vous en dire plus. Sur les cas chimiques, je n'ai pas d'informations précises. Mais chacun sait que M. Kadhafi, d'ailleurs, s'était apporté à son crédit à l'époque, s'est séparé de son stock d'armes nucléaires, enfin d'armes, en tout cas, de réserves et de processus à l'époque. Et c'était d'ailleurs apporté à son crédit, je l'avais souligné moi-même. Le fait qu'il puisse y avoir ou pas des armes chimiques, je n'ai pas d'informations précises, mais enfin, disons que certains des acteurs se posent la question. Bon. Et vous me dites, mais qu'est-ce qui se passe si M. Kadhafi l'emporte? Ben justement, c'est une solution que nous n'envisageons pas politiquement, puisque pour nous, il n'est plus un interlocuteur.
Et justement, tout ce que nous faisons, c'est de nature à encourager tous ces Libyens qui veulent une démocratie et qui doivent pouvoir s'appuyer sur un soutien politique, économique, sans faille de l'Europe. On ne peut pas considérer que le fait que M. Kadhafi reste en place soit autre chose qu'une très mauvaise nouvelle pour l'ensemble des pays de la région. Quel signal! Mais je vous l'ai dit de la même façon, sans comparer les situations, en Côte d'Ivoire. Depuis le début, la France se bat pour que soit reconnue l'élection validée par les Nations Unies du président Ouattara. Parce que ce n'est pas que la Côte d'Ivoire dont il s'agit, c'est l'ensemble de l'Afrique. Pourquoi faire des élections si lorsque l'on fait des élections, le président élu n'est pas le président en place? Et là, il y a une révolution qui s'est mise en place, des gens courageusement qui disent « nous aussi on veut la démocratie », ben, on doit tout faire pour les aider. Ça serait une catastrophe si ce n'était pas le cas. Peut-être une dernière question, madame? Oui, merci beaucoup. Béatrice Adja, RTL. Je voulais savoir, comme vous nous expliquez que s'il y a un massacre, vous aimeriez que l'Europe puisse anticiper dès maintenant ce qu'elle est prête à faire. Vous privilégiez des actions ciblées, vous nous l'avez dit. Alors, est-ce que c'est une nouvelle... Il n'y a vraiment que ça... Enfin, vous pensez qu'il n'y a que ça qui est important? Enfin, non, je ne vous le reproche pas, mais... Ça me pose des questions, c'est normal. Et moi, je me demandais si c'était une nouvelle doctrine diplomatique de la France, c'est-à-dire si en Jordanie, au Yémen, au Koweït, toutes les manifestations contre les pouvoirs en place tournent mal, s'il y a des répressions, est-ce que la France est amenée comme ça à proposer... Excusez-moi. Le président Moubarak est parti ou a été renversé à la suite de manifestations de masse. Je n'ai jamais vu l'aviation égyptienne frapper les manifestants. Il y a eu des brutalités, il y a eu des affrontements, mais on est resté dans le cadre de violences que je qualifierais, pardon de l'expression, de civiles. Hein? Enfin, c'est sans doute pas la bonne expression, je m'en excuse auprès de vous, mais je veux dire que c'était brutal, il y a eu de la brutalité, il y a eu des violences, il y a eu des manifestants blessés, sans doute il y a eu des morts. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec des moyens armés, militaires, aériens qu'on envoie contre des gens qui manifestent. En Tunisie, il y a eu des manifestants, il y a eu des brutalités, il y a eu des morts, mais le président Ben Ali est parti, justement d'ailleurs en Égypte comme en Tunisie, parce que l'armée a refusé de faire feu sur la foule, enfin, dans son immense majorité. C'est quand même bien ça qui s'est passé. Hein? En Tunisie comme en Égypte, il y aurait pu avoir cette tentation, mais l'armée a dit non, nous ne tirerons pas sur la foule. Mais est-ce que c'est ce qui s'est passé en Libye? C'est quand même... On ne peut pas dire que tout se ressemble, on ne peut pas dire que tout se vaut, on ne peut pas dire que toutes les situations sont égales. Ce n'est pas parce que c'est l'Afrique du Nord, ce n'est pas parce que ce sont des populations arabes qui veulent se libérer d'une forme de dictature, mais ce n'est pas du tout la même je veux dire que les conditions de la répression, de la brutalité ne sont pas du tout les mêmes. Si en Libye, nous nous trouvions avec le chef de l'armée libyenne ou des dirigeants de l'armée, des militaires, disant « nous ne tirerons pas sur la foule », on est au cas de figure. Jamais personne n'a envisagé de faire des actions militaires ciblées, défensives en Tunisie ou en Égypte. Ça ne s'est même pas posé. Donc c'est pas du tout un changement, excusez-moi, mais je me suis sans doute mal exprimé, mais c'est pas du tout un changement diplomatique que nous envisageons. C'est une adaptation à une situation tout à fait particulière, qu'on n'a absolument pas connue, nulle part. Hein? Peut-être le seul endroit où on a connu une mobilisation d'un État, c'est peut-être en Iran, dans les conditions qu'on connaît. Encore une fois, et je n'ai pas vu à ce moment-là l'armée, enfin l'aviation lancée pour ce qu'on en sait. Donc il n'y a aucun changement diplomatique, une nouvelle doctrine. Je suis opposé à une intervention militaire d'ensemble. J'ai été, je crois, l'un des premiers à dire ma réserve sur une intervention de l'OTAN, qui est une organisation militaire. Mais entre refuser une intervention militaire et laisser des gens massacrés par des avions de chasse alors qu'ils manifestent, il y a peut-être à réfléchir sur ce qu'on fait. Si les Nations Unies sont d'accord,
si la Ligue arabe est d'accord, s'il y a un mandat, et si ces faits sont avérés. Vous pouvez pas me... Enfin, pardon, mais un changement diplomatique. Enfin, vous ne pouvez pas comparer ce qui se passe en Libye aujourd'hui, ce qui s'est passé en Tunisie. Vous pouvez le comparer politiquement, si vous voulez. Mais vous ne pouvez pas comparer, la répression n'a rien à voir. Il y a par exemple, il y a des actes de guerre en Libye. Je ne pense pas qu'il y ait eu des actes de guerre en Égypte ou des actes de guerre en Tunisie. Il y a eu une révolution politique avec des violences, naturellement. Mais là on est dans des villes bombardées, des terminaux pétroliers bombardés. Enfin, ça n'a rien à voir. Dernière question, un peu. Ouais, je vais être en retard après. Est-ce qu'on peut, Monsieur le Président, puisque ça va se terminer très tard, est-ce qu'on peut anticiper juste sur la réunion qui va suivre maintenant, par une question sur la réunion qui va suivre maintenant? Non. Parce que ça va finir très tard après, donc... Je suis désolé pour votre nuit de sommeil, mais il n'y a pas de raison que vous dormiez plus que moi dans ce cas-là. Non, écoutez, non, mais je ne veux surtout pas être désagréable avec vous, mais enfin, je ne veux pas mélanger des choses parce que j'ai bien réfléchi à la situation qui nous occupe en Afrique du Nord. C'est historique. Alors je sais bien qu'on emploie le mot historique à tout bout de champ. Et ça méritait qu'on fasse un Conseil européen spécifique sur le sujet. C'était pas évident. Nombre de mes partenaires ne le pensaient pas. Pensaient qu'une réunion des ministres des Affaires étrangères suffisait. Hein, j'ai dit ce que je pensais de l'action d'Alain Juppé, d'ailleurs, avec qui nous travaillons, bien sûr, main dans la main. Mais je ne veux pas mélanger l'importance des décisions qu'on va prendre tout à l'heure, les 17 membres de la zone euro, et ce qu'on vient de décider là. Écoutez, tant de fois dans le passé, j'ai regretté que l'Europe n'exprime pas une voie politique, un chemin politique clair, qu'à partir du moment où elle accepte de le faire, avec les hésitations, les ambiguïtés, que je reconnais bien. Volontiers, la situation n'est pas simple. Hein? C'est quand même une bonne nouvelle. C'est l'Europe qui est en première ligne. Et c'est l'Europe qui doit assumer ce choix politique. Bien sûr, il faut en parler avec nos amis, nos alliés américains, naturellement. Mais nous sommes les premiers concernés. C'est quand même extraordinairement important. Alors oui, je viens m'en parler de cette question-là, parce que c'est le sujet, on en a parlé pendant 6 heures. Je ne veux pas parler d'autre chose, même si le gouvernement économique, le pacte de convergence et de compétitivité, c'est absolument très important. Mais ce soir... Sur les zones humanitaires, est-ce que vous pouvez nous préciser qu'est-ce que vous entendez par zone humanitaire et qui va le faire? Alors... Vous avez demandé à quelqu'un de le faire? D'abord, on s'est mis d'accord sur le principe de zone humanitaire parce que, je le dis à nos compatriotes, si on veut que ces révolutions arabes ne provoquent pas de peur, il faut que, avec franchise, nous parlions de la question des flux migratoires. Il y a des populations déplacées. On peut considérer qu'il y a 200 000 personnes. 200 000. Je ne parle pas immigrés. 200 000 personnes déplacées entre la Libye, entre l'Égypte, la Libye, la Tunisie. Si on ne traite pas l'accueil de ces personnes déplacées dans des conditions humaines et décentes, quelle va être la tentation de ces personnes déplacées? Tentation. Ils n'ont pas le choix, c'est de traverser la Méditerranée. Or, nous ne pouvons pas les accueillir dans ces conditions-là. Donc, il faut organiser des zones humanitaires dans notre esprit. Ces zones devraient être gérées par les Nations Unies. Alors, est-ce que c'est le HCR, l'Office des migrations? Je ne sais. Mais par les Nations Unies, l'Europe devrait, bien sûr, participer à son financement, à son organisation, ce qui est la seule façon de gérer tranquillement la question des flux migratoires. Puis les ministres de l'Intérieur européens et d'Afrique du Nord vont se réunir pour voir ce dont ils ont besoin, mais naturellement la politique migratoire doit évoluer et doit être maîtrisée des deux côtés. Nous devons continuer à accueillir leurs étudiants,
les hommes d'affaires, et ils doivent accepter de donner des laissez-passer consulaires pour les immigrés en situation irrégulière, qui n'ont pas de papier, qui ont vocation à retourner dans leur pays. Donc on va essayer de le gérer ensemble, profitant de cette crise, pour poser les bases non seulement d'une politique d'immigration européenne, mais d'une politique d'immigration concernée entre pays de départ et pays d'arrivée. Voilà. Et donc les Nations Unies me sembleraient la meilleure façon. Et avec ça, on peut gérer ces flux migratoires. Sinon, on aura quoi? La multiplication de Lampedusa. Et personne ne peut le souhaiter. Personne. Donc il faut organiser des zones humanitaires décentes, avec des écoles pour les enfants, avec des moyens sanitaires, de manière à maîtriser cela. Et pour moi, les Nations Unies, c'est le mieux à même. Alors ça peut, il y aura d'autres questions. Qui protège ces zones humanitaires? J'imagine que vous avez ça. La France peut avoir des propositions à faire et en fera sans doute. Mais dans le cadre de ce Conseil européen, je préfère qu'on s'en tienne au principe et après, step by step, étape par étape, on construira ce projet. Vous ne pouvez pas tout résoudre aujourd'hui. Merci beaucoup. À tout à l'heure donc.